qui est bien mieux. Et donc après ce faux départ, je reprends pour vraiment remercier très chaleureusement les organisateurs à la fois de la conférence et surtout du séminaire, parce que je pense qu'ils ont mis le doigt, et ça a été souligné en introduction, sur une question qui est tout à fait fondamentale à l'heure actuelle, et la durée du séminaire, le caractère aussi très large des questions qui sont traitées à la fois aujourd'hui et plus généralement dans l'ouvrage, démontre, je pense, à suffisance l'importance d'étudier cette distinction entre public-privé, droit public et droit privé. Dans le cadre de cette présentation, j'aimerais pratiquement inviter les organisateurs à aller peut-être même un pas plus loin et en tout cas explorer avec vous une autre dimension qui vient, selon moi, se combiner à cette distinction public-privé et qui entre en interaction avec elle. C'est la distinction entre public marchand et public non marchand. Donc, au sein même du secteur public et aussi du secteur privé par ailleurs, s'opère cette double dimension et j'aimerais voir avec vous et essayer de vous démontrer aussi comment il est important de concevoir ces deux tensions de manière collective dans le cadre notamment de l'analyse des questions de finances publiques qui sont celles qui m'occupent. Donc, c'est en vue de susciter peut-être un peu plus d'attention de votre part que je propose de renommer le titre de ma présentation, dans le cadre de laquelle on va aborder ensemble les questions relatives à Foucault, la comptabilité nationale et la définition de l'État. Et je vais essayer de vous démontrer comment le secteur public est à la fois défini et puis aussi redéfini par la gouvernance budgétaire européenne. Alors, en guise d'introduction, je n'ai pas pu résister à extraire cette citation de Michel Foucault qui va structurer d'un point de vue théorique, d'un point de vue méthodologique aussi épistémologique, cette présentation et la contribution qui en découlera. Et le point de départ de cette réflexion, c'est, et je cite, de reconnaître que l'État, et je pense que c'est aussi évidemment le parti pris des organisateurs, l'État, ce n'est pas un universel. Ce n'est pas en lui-même une source autonome de pouvoir. L'État, ce n'est rien d'autre que l'effet, le profil, la découpe mobile d'une perpétuelle étatisation ou de perpétuelle étatisation. Bref, l'État n'a pas d'entrailles, l'État, ce n'est rien d'autre que l'effet mobile d'un régime de gouvernementalité multiple. Et donc, finalement, les questions qu'on aborde aujourd'hui, elles font écho à cette réflexion de Michel Foucault dans le cadre de ses cours au Collège de France à la fin des années 70, et c'est, je vous l'ai dit, le parti pris méthodologique qui structure mon intervention et puis plus généralement aussi qui a structuré mes travaux doctoraux et les travaux postdoctoraux que je poursuis actuellement. Donc, l'idée de base, c'est d'essayer de saisir les mutations de l'État à travers Foucault et pour ce faire de refuser une théorie générale surplombante de l'État telle qu'on l'apprend parfois et sans doute ici également aussi dans les cours de première année de bachelier de droit public. La perspective que je prends à la suite de Foucault, elle s'oppose aux représentations qui sont dites essentialistes de l'État, qui constitue, et je cite à nouveau Foucault, une abstraction mythifiée, qui n'a pas d'essence propre. L'État n'a pas de fonction absolue, il est ce que de multiples acteurs essayent d'en faire pour atteindre leur objectif. Alors c'est sans doute très clair et très naturel pour la plupart d'entre vous, mais c'est parfois bien de revenir aussi sur ces bases-là. Donc l'État, en conséquence, n'est pas doté de fonctions qui sont absolues, et la détermination de ce qui va relever ou non de ces missions va faire l'objet constant de stratégies de gouvernement de la part de multiples acteurs qui sont investis dans le jeu politique au sens très large. Et notre mission à nous, si vous voulez, en tant que chercheurs, c'est, et c'est exactement évidemment ce qu'on fait ici, de montrer les projets politiques qui sous-tendent les multiples formes qui sont prises par l'État au cours du temps et dans l'espace. Alors,
c'est le point théorique global de cette présentation. Et dans ce cadre, j'ai développé, à la suite de Foucault, et aussi d'un champ de recherche très, très fécond, notamment dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle les Governmentality Studies, une approche matérielle des institutions étatiques que je tente de saisir à travers leurs pratiques concrètes, les pratiques concrètes qui leur donnent forme, telles que le droit, soit public ou privé, mais vous allez voir ici, dans le cas concret que je vais aborder, la comptabilité nationale. Je reviendrai là-dessus juste après. Et donc, en conclusion de cette dia, je pense que ce qui est important d'expliquer dans la perspective méthodologique théorique qui est la mienne, c'est vraiment les modalités, et ça fait écho à une question qui a été posée tout à l'heure, de gouvernement des conduites qui sont encouragées, qui vont émerger, qui vont se stabiliser, mais qui vont aussi se transformer dans une perspective dynamique à travers des configurations étatiques définies. Et la porte d'entrée empirique que je prends pour mettre en œuvre ce programme de recherche, c'est les finances publiques et, dans le cadre de cette présentation, la gouvernance budgétaire européenne que je vais traiter comme un programme de gouvernement, c'est-à-dire une manière institutionnalisée politiquement de gouverner la conduite de sujets, ici l'État perçu comme un acteur à gouverner d'un point de vue notamment de ses finances. Et la gouvernance budgétaire européenne, vous la connaissez au moins à travers ces deux principaux indicateurs que sont le déficit budgétaire et la dette publique. J'ai repris ici deux illustrations récentes des débats politiques qui entourent ces différentes questions. En écho à la présentation de Norman tout à l'heure, la manière dont ces chiffres sont mobilisés dans l'espace public pour orienter aussi la prise de décision politique. Et en fait, l'entrée que je prends dans ce programme de gouvernement spécifique, c'est une entrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est comptable. Je vais appréhender la gouvernance budgétaire européenne à travers la comptabilité nationale, en vue d'essayer de comprendre ce que renferme une phrase telle que la suivante, qu'on retrouve sous toutes ces déclinaisons dans un grand nombre de rapports publics, de communications gouvernementales, d'articles de presse, etc. La dette publique belge s'élevait alors à 115% du PIB. Il y a beaucoup de termes qui nécessitent d'être expliqués. Norman expliquera sans doute bien mieux que moi ce qu'est le PIB, mais ce qui m'a intéressé, c'est de savoir concrètement finalement comment on définissait d'un côté la dette, mais ce ne sera pas l'objet de cette intervention, mais le côté public de cette dette en fait. En gros, la question de savoir ce qui est compris ou non dans ce secteur public, et c'est évidemment ça qui m'amène à la présentation de ce travail dans le cadre de ce séminaire, comment sont dessinées en pratique les frontières comptables du secteur public qui sont d'une importance majeure dans le cadre du gouvernement des finances publiques. Alors, cette perspective, elle m'amène à considérer la comptabilité comme un agent politique à part entière. Et Norman l'a déjà dit tout à l'heure, je le rappelle parce que ça ne fait sans doute pas de tort, mais la quantification, contrairement à l'image naïve que certains peuvent parfois avoir, ce n'est pas une activité purement technocratique. C'est au contraire le fruit d'un cadrage préalable, d'une part, et d'un travail actif de mise en équivalence, de commensuration, d'éléments qui sont a priori hétérogènes en vue de former un ensemble a priori cohérent qui va permettre d'aboutir à un chiffre unique. Par exemple, le chiffre, l'indicateur du déficit ou de la dette. Et dans ce cadre-là, il existe une relation récursive, faite d'effets d'aller et de retour entre d'une part les théories économiques qui vont servir les programmes de gouvernement comme la gouvernance budgétaire européenne, d'une part, et les technologies comptables qui vont les traduire concrètement, qui vont permettre de les mettre en œuvre. Et l'opérationnalisation comptable des concepts économiques engendre des effets propres, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers l'exemple de la définition
de ce qu'on appelle dans le langage courant l'État, mais qui s'appelle en pratique, dans le langage comptable, le secteur des administrations publiques, dans le cadre du référentiel de comptabilité nationale qui sert de référence au niveau européen, le système européen des comptes nationaux et régionaux, le SEC 2010, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et l'objectif de la suite et la fin de cette présentation, c'est de vous montrer concrètement quel est le périmètre de l'État sous surveillance budgétaire, comment il est défini et surtout quelles sont les conséquences de cette définition sur les politiques publiques, les politiques budgétaires qui sont mises en œuvre. Il s'agit d'une perspective ici relativement théorique, mais qui est nourrie aussi par des expériences pratiques que j'ai eu l'occasion, ou empiriques, que j'ai eu l'occasion de traiter dans le cadre de ma thèse de doctorat. Alors, très concrètement, très pratiquement, lorsqu'on parle de dette publique, lorsqu'on parle de déficit public, on vise un secteur, un agrégat particulier de comptabilité nationale qui est le secteur des administrations publiques, APU ou S13 pour les intimes, et qui se distingue d'autres secteurs à la fois privés, mais aussi d'une partie du secteur public. Donc, très pratiquement, pour rentrer dans le périmètre des administrations publiques, une unité institutionnelle, c'est du jargon comptable et je m'en excuse, une institution, une organisation doit remplir 3 critères. D'une part, un critère d'autonomie, disposer d'une capacité de décision propre. Si ce n'est pas le cas, elle est consolidée à l'entité mère dont elle dépend. Mais lorsque l'entité existe à part entière, elle fait alors l'objet d'un classement selon 2 lignes spécifiques. D'une part, un classement dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et c'est l'objet des colonnes de gauche et des colonnes de droite. Mais ce n'est pas parce qu'une institution est sous contrôle public, qu'elle est donc publique au sens de la comptabilité nationale, qu'elle fait l'objet des dispositions de gouvernance budgétaire. Pour que ce soit le cas, il faut encore que sa production soit non marchande. Ça signifie en d'autres termes que la gouvernance budgétaire, elle vise un type d'institution publique très spécifique, c'est-à-dire uniquement celle dont la production est non marchande. Cela signifie, en creux, à contrario, que des entités publiques qui donc, sont contrôlées par des administrations publiques, mais qui arrivent à mettre en place une production marchande. Un cas très simple serait celui de certaines entreprises qui ont été privatisées dans le courant des années 90, par exemple. Eh bien, ces entreprises, dans leur déficit, dans leur dette, ne font pas partie du déficit et de la dette de ce qu'on appelle l'État belge. Alors, quelle est la conséquence de cette distinction, de cette vraiment de ce ciblage, si vous voulez, sur le secteur des administrations publiques? En d'autres termes, comment faire pour diminuer l'empreinte budgétaire de l'État dans ce contexte très spécifique? Et il y a différentes stratégies, évidemment, qui sont mises en place. La première, la plus simple à comprendre, c'est la stratégie de privatisation, c'est-à-dire le fait de confier des services, des activités, autrefois rendues par des administrations publiques, à des institutions sous contrôle privé, au secteur privé, qu'ils soient lucratifs ou non lucratifs, marchands ou non marchands. On voit déjà une première modalité d'interaction qui contribue à ce brouillage actuel que l'on étudie aujourd'hui entre secteur public, secteur privé, droit public, droit privé. Mais il existe, et vous l'avez compris, une autre manière pour un gouvernement désireux de réduire son déficit budgétaire, par exemple, d'atteindre son objectif. Et cette manière, c'est de transformer des administrations publiques, donc à production non marchande, en entreprises publiques, c'est-à-dire à production marchande. Alors, je vous passe le détail des critères qui sont utilisés, mais plus fondamentalement, cela revient à transformer la nature même des motivations qui sous-tendent le fonctionnement des institutions en question, puisque d'une finalité non marchande, celle-ci se voit chargée
de mettre en place une production marchande, c'est-à-dire d'assurer un niveau de revenus suffisant pour leur permettre d'épargner, et c'est la frontière qui est établie de façon contingente dans la comptabilité nationale, pour leur permettre de subvenir à 50% de leurs coûts d'exploitation. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de tirer comme conclusion, cette analyse très empirique de la définition du secteur des administrations publiques, de l'État sous surveillance budgétaire dans le cadre de la gouvernance budgétaire européenne? Ça nous permet tout d'abord de revenir sur le point général relatif à l'importance de tenter de saisir l'État en action à travers les dispositifs tout à fait concrets qui lui donnent forme, car la définition que je vous ai donnée de l'État sous surveillance budgétaire, elle ne correspond pas, vous avez sans doute fait le parallèle vous-même, avec d'autres définitions qui vous occupent peut-être, qu'il s'agisse de définitions en droit administratif ou des différents secteurs de politique publique qui sont ceux que vous connaissez le mieux. Premier point, donc, la définition même de l'État peut varier en fonction des technologies de gouvernement, des programmes de gouvernement, et il est donc important de l'étudier en action aussi, pour étudier les interactions entre ces différentes disciplines. Deuxièmement, la gouvernance budgétaire européenne, elle ne cible pas l'ensemble des institutions publiques, mais seulement celles qui sont à la fois publiques et surtout non marchandes. Et donc, l'orientation marchande ou non marchande des différentes institutions, tout à fait terre à terre, comme l'université de Saint-Louis, comme n'importe quelle administration publique, et toute cette aussi nébuleuse d'organisations parapubliques qui font la joie des spécialistes du droit administratif et parfois aussi des mandataires publics. L'orientation marchande ou non marchande de ces entités importe autant que leur caractère public ou privé dans le cadre de la gouvernance budgétaire européenne. Cette définition engendre des stratégies de réaction de la part des gouvernants qui vont contribuer, grâce à leur imagination débordante, juridique, comptable, le mélange des deux également. Ces stratégies de réaction, elles vont contribuer à renforcer encore davantage le brouillage entre ces secteurs publics et privés, et peut-être davantage encore entre ces entités marchandes et non marchandes dans le cadre du domaine public. Et c'est dans ce cadre qu'on voit la multiplication notamment de guides d'orientation méthodologique de la part d'Eurostat en vue de parvenir à faire le départ entre ce qui relève ou non de ces catégories marchandes et non marchandes. Et donc, pour terminer, j'espère avoir réussi à vous démontrer l'importance d'une sociologie politique, ici foucaldienne, des finances publiques dans l'appréhension des transformations contemporaines de l'État qui forment la question ou une des questions centrales de ce séminaire. Je vous remercie pour votre attention et me réjouis de répondre à vos éventuelles questions. Voilà, merci beaucoup Damien pour cette autre illustration de la façon dont le droit européen peut venir bousculer les catégories publiques-privées. Bon, le menu qui nous a été servi était très riche, évidemment, très copieux et surtout très divers. J'ai trouvé personnellement chaque fois des analyses vraiment nourrissantes et beaucoup de choses à dire. On a un temps a priori de débat limité de 20 minutes, mais enfin, bon, on est entre nous, on a un petit temps aussi assez long en fait de pause déjeuner, donc on peut éventuellement un peu laisser filer la discussion, parce que je crois qu'il y a matière à discuter. Alors je ne sais pas qui a envie d'ouvrir le bal des